Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire consacré aux défis de la migration et en particulier à la situation des réfugiés dans la crise du Covid-19 qui a bouleversé l'ordre mondial lors de ces derniers mois. Donc victimes, acteurs du changement, c'est la question qu'on va se poser un peu aujourd'hui avec nos trois intervenants du jour. C'est un titre un peu choc mais qui a pour but de questionner l'impact d'une part de la crise sur les réfugiés mais d'autre part aussi l'implication que ces derniers peuvent avoir sur la situation socio-économique des économies nationales et mondiales. Donc, ce webinaire, organisé par Europa Nova, s'inscrit dans une longue série de webinaires que nous organisons depuis le mois d'avril. Et donc, nous avons décidé de garder ce format de confinement pour rendre plus accessible des discussions avec des intervenants sur des thématiques diverses. Donc, il faut savoir que cette thématique a été décidée à la suite d'un sondage que nous avons lancé sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est le thème qui a reçu le plus de votes. Donc, on a voulu organiser un webinaire justement sur les défis de la migration. Donc, avant de présenter les intervenantes du jour, je vais essayer d'introduire un peu ce webinaire. Donc, la crise pandémique des derniers mois a eu un impact important sur la situation des migrants dans le monde, une situation qui s'aggrave dans le monde de jour en jour, notamment par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, dans plus d'une centaine d'États, qui a aggravé les conditions de déplacement, de détention et de rapatriement des populations qui sont déplacées. Selon l'OMS, l'impact du Covid sur les réfugiés a été triple. D'une part, en matière de santé, donc les conditions de vie se sont détériorées. Il y a un manque d'accès aux soins de santé qui est devenu critique dans certains pays. On parle notamment du Liban, qui est vraiment un des gros pays phares qui subit cette crise des réfugiés. En matière de revenus aussi, parce que les réfugiés et les migrants qui travaillent souvent dans les secteurs informels et dans d'autres professions qui n'ont pas forcément de protection sociale. Et en troisième lieu, en matière de protection, donc la plupart des pays dans le monde ont imposé des restrictions très dures aux frontières et donc ont complexifié tout le processus de demande d'asile. Donc, en réponse à ces conditions qui ont été très précaires, l'OIM a lancé donc, en avril 2020 un plan stratégique mondial de préparation et de réponse au Covid-19 d'un montant de 500 millions de dollars afin de soutenir les activités vitales de préparation, de réponse et de relèvement dans plus de 140 pays dans le monde. On va revenir un peu sur ce plan plus tard. Et donc, malgré ce plan mis en place, on constate quand même que de nombreux campements d'exilés et de réfugiés se sont mis en place, mais que ces campements restent très précaires, avec un accès aux soins primaires qui est très limité. Donc, ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir nos trois intervenants et intervenantes. Donc, je vais présenter tout d'abord Roux Savard, qui est journaliste, entrepreneur d'innovation et aussi expert en conception des mouvements des causes publiques. Il a été diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris, a cofondé en 2016 le magazine en ligne Lettres Persanes, après avoir travaillé pour plusieurs médias comme l'Obs, la BBC ou Libération. Il est maintenant président de Singa France depuis 2018 et s'intéresse tout particulièrement à l'inclusion des personnes immigrées et ou primo-arrivants via l'entrepreneuriat. Il a aussi fondé une start-up avec Marianne Leloup, qui est aussi présente aujourd'hui. Ils vont nous parler de ce projet plus tard dans ce webinaire. Donc ensuite, on a Madame Marianne Leloup, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers et militante, et Madame Kavita Brambat, qui est cofondatrice de Action Emploi Réfugiés et consultante indépendante sur les questions de migration. Donc, j'aimerais dans un premier lieu revenir un peu sur ce titre de webinaire qui est donc les réfugiés et la crise du Covid, victimes ou acteurs du changement. Et je voulais vous demander à tour de rôle dans quelle mesure les réfugiés ont vraiment été les délaissés de la crise et dans quelle mesure ils ont souffert tout particulièrement de cette crise du Covid. Peut-être que Marianne, vous pouvez commencer à dire quelques mots sur cette question. Oui, de manière assez simple. Pendant toute la durée du confinement, toutes les demandes d'asile ont été suspendues. Les préfectures n'étaient pas accessibles. Donc, il y a eu plein de demandeurs d'asile qui avaient des problèmes avec leurs cartes qui leur permettent d'effectuer des paiements pour se nourrir. C'est la carte sur laquelle ils reçoivent leurs 5 € par jour pour vivre. Les autres difficultés qu'ils ont pu
avoir, c'est l'accès aux soins, parce qu'il faut savoir que depuis un décret de décembre 2019, les demandeurs d'asile n'ont pas accès aux soins gratuits dès leur arrivée. Maintenant, il y a un délai de carence de 3 mois, donc vous imaginez, il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées sans assurance maladie pendant cette période, ce qui était dangereux pour eux et dangereux pour la société française. Et puis, et puis évidemment, ils étaient vulnérables comme sont vulnérables les personnes qui sont confinées dehors, hein, parce que la plupart ne sont pas logées par l'État français, contrairement à ce qu'on devrait leur fournir en vertu de la Convention de Genève. Donc, ils étaient évidemment très vulnérables. Et depuis le déconfinement, c'est absolument pas terminé. Les demandes d'asile sont enregistrées qu'à 50%. Les entretiens à l'OFPRA, pareil, on est à la moitié du régime habituel, en sachant que déjà ça ne fonctionne pas très bien et déjà, voilà, c'est pas du tout optimal, mais en ce moment, c'est pire. Un autre impact qu'il y a eu, c'est que les audiences pour les recours en cas de refus de la demande d'asile, ces audiences qui se passent devant la Cour nationale du droit d'asile, elles se font en principe devant un jury qui est collégial, c'est-à-dire composé de 3 juges, ce qui permet d'avoir plus de garanties en termes d'objectivité, de respect des droits, etc. Et donc, pendant toute une période, et encore un peu maintenant, les audiences se sont faites à juge unique, donc ce qui est moins bon en termes de garantie des droits. Et enfin et surtout, les préfectures restent inaccessibles pour le moment, que ce soit pour des personnes qui sont sans papier et qui ont besoin d'être régularisées, qui souhaitent prendre rendez-vous, mais surtout beaucoup plus grave pour des résidents qui ont besoin de renouveler leur titre de séjour qui va expirer. Et par conséquent, s'ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous à temps à la préfecture, et c'est le cas pour plein d'entre eux, en théorie, ils n'ont plus d'autorisation de travail, donc ils risquent de perdre leur autorisation de travail. Ils ne peuvent plus voyager, ce qui fait qu'ils peuvent perdre leur travail également si leur travail est conditionné au fait qu'ils voyagent. Et tout simplement, ça porte atteinte à un de leurs droits fondamentaux qui est la liberté de circuler. Et ils peuvent avoir évidemment craindre d'être expulsés pendant cette période. Donc on est en France dans une situation assez catastrophique pour toutes ces personnes. Merci beaucoup, Marianne. Kavita, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur cette question-là? Je peux parler d'un niveau un peu plus global peut-être, parce que Marianne, elle a tellement bien résumé la situation en France. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, mais dans une échelle beaucoup plus grande et dans des pays, effectivement, qui ont beaucoup moins de couverture des droits pour des personnes réfugiées et pour des migrants. C'est-à-dire dans beaucoup de pays où j'ai travaillé avec le OIM, et beaucoup de pays qui sont des pays d'accueil de réfugiés, mais qui vivent aussi des problèmes humanitaires. Les réfugiés sont dans une situation relativement, disons, beaucoup plus difficile que d'autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de protection garantie par l'État pour aucun de leurs droits. Dans plusieurs pays, ils ont une limite de mobilité. Si on parlait de Liban, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de migrants au Liban qui n'ont pas de papier, qui n'ont plus de travail, qui ont peur d'être mobiles dans leur ville à force d'être arrêtés par des polices et d'être rendus chez eux. Donc, c'est des gens qui restent chez eux et qui ont peur de vivre. Ils ont perdu le travail, ils n'ont plus de façon de se nourrir dans certains cas et ils font des activités qui sont très, très dangereuses pour eux. Et juste tout ça pour vivre. Ça veut dire de mendacité, de prostitution, etc. Tout ça, c'est en hausse dans des pays où des migrants sont effectivement isolés et n'ont aucun droit. Parmi les migrants et les réfugiés, il y a certains qui sont beaucoup plus à risque, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, des femmes, les enfants et des personnes âgées, les personnes qui ont une insécurité alimentaire. Toutes ces personnes-là vivent encore plus de risques dans tout ce qui concerne la possibilité d'attraper le COVID, d'être traité par le COVID et de s'en sortir après.
Voilà. Super, merci beaucoup pour votre intervention. Roux, vous souhaitez aussi ajouter peut-être quelque chose d'un point de vue plus personnel ou sur ce que vous faites en tant que journaliste ou en tant que président de Singa, par exemple? Oui, en tant que journaliste, moi je traite pas beaucoup, c'est pas mon spécialité, la migration, mais surtout en tant que moi-même un entrepreneur, mais aussi président de Singa, il faut savoir que quand on parle aujourd'hui des personnes réfugiées, l'image qu'on a, c'est des personnes réfugiées nouvellement arrivantes. Alors que les statuts des personnes réfugiées, c'est en fait, c'est une statut juridique avec lequel les gens restent pendant des années. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est sur le sol français depuis 10 ans, 11 ans, 20 ans, et qui a encore les statuts, qui vit et qui travaille, qui mène sa vie avec les statuts de réfugié. Et que tous les, on peut dire, les trous juridiques que Marianne vient d'expliquer leur concernent, c'est-à-dire pendant toute leur durée de vie, la vie personnelle, la vie professionnelle. Vous pouvez avoir un entrepreneur réfugié qui a lancé une entreprise qui a des salariés, qui lève des fonds, etc., qui a le même problème que Marianne vient d'expliquer, c'est-à-dire son titre de séjour n'est pas renouvelé, donc il ne peut pas faire. Parfois, en fait, même ses salariés auront de problèmes et ça risque toute une entreprise. Donc, pour vous dire que c'est pas seulement, ça concerne pas seulement les personnes nouvellement arrivées, mais les gens aujourd'hui, je dis sous la réserve de Kavita et Marianne, plus de 200 000 personnes habitent en France avec cet statut. Et que, en fait, tous ces problèmes surtout en fait plutôt administratifs mais juridiques aussi met en danger leur vie, mais la vie de tous les gens dont leur vie, leur profession dépend à ce genre-là, parce que c'est pas seulement l'image qu'on a, c'est que en fait, les personnes réfugiées subissent des choses, ils sont passifs, ils sont en fait ils sont là pour qu'on applique la loi. Non, ok, en fait, probablement la première, la deuxième année, c'est comme ça, mais après, ils commencent à mener une vie. Et il y a un écosystème autour de ces personnes-là, que eux aussi, ils peuvent être affectés par les problèmes administratifs et que moi, je pense que dans le sens large, les personnes réfugiées, mais aussi les immigrés, dans le sens large, sont vraiment en sous-catégorie, particulièrement en Europe, mais globalement en Europe, mais particulièrement en France. C'est-à-dire, moi, en tant qu'un entrepreneur réfugié, puisque j'ai un statut de réfugié, à la fois, je vois en fait la différence de traitement de mon salarié que j'ai recruté avec le visa French Tech et vis-à-vis de la préfecture. Là, en fait, la préfecture ne me répond pas. Enfin, je ne peux pas avoir un rendez-vous ni une réponse, alors que cette personne, en fait, mon salarié, il reçoit, en fait, il fait ces procédures en ligne avec l'échange de mails et tout, ce qui est parfait, ce qui est génial, que j'adore et que c'est un très bon dispositif. Mais vous voyez en fait le décalage entre le traitement de deux personnes qui travaillent dans la même entreprise que en fait l'un a un statut différent que l'autre. Et donc c'est pas il y a un ensemble de situations et moi je pense que c'est une prise de position politique là-dessus, c'est-à-dire quand vous voyez surtout dans les préfectures le traitement des en fait
la, la section des visas pour les étrangers à la préfecture, vous voyez vraiment un décalage de comportement, des procédures, etc., etc. Et là, à la fois, au-delà de tous les aspects humanitaires, et juridiques que Marianne et Kavita viennent d'expliquer, il y a un aspect politique aussi qui fait que, en fait, il y a un ensemble de systèmes qui ne fonctionnent pas. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et vous avez posé le doigt sur une question qui est importante, qui est que déconstruire le stéréotype selon lequel un réfugié est réfugié pendant une courte période et que le statut, on peut le garder pendant longtemps et qu'il y a plein de personnes en France qui gardent ce statut pendant longtemps, qui travaillent, qui s'insèrent de manière professionnelle. Ça, je pense que c'est très important de le rappeler parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui n'est pas forcément connu du grand public. Je vais peut-être revenir sur le plan, ce plan qui a été mis en place par l'OIM. Et j'aimerais peut-être poser la question à Kavita, dans quelle mesure ce plan de soutien a des failles, a des limites, comment il a pu être aussi implanté et perçu au niveau national, et peut-être aussi dans quelle mesure vous, à travers votre entreprise et votre expertise sur le terrain, vous avez vu justement de l'aide, qu'elle soit nationale ou internationale, aider justement cette situation des réfugiés. Beaucoup de questions, mais juste pour commencer, le OIM, il traite la situation des migrants. Donc, le plan de réponse stratégique au Covid, ça concerne 140 pays. La réponse mondiale globale humanitaire, ça concerne 63 pays. Donc, on parle vraiment de migrants. On ne parle pas que de réfugiés, on parle de migrants qui voyagent pour des raisons de travail, des étudiants, etc. Même des gens qui sont coincés dans des pays, ils doivent rentrer chez eux. Mais là, le plan, c'est effectivement, c'est fait sur quatre étapes. Le premier, c'est vraiment sur la coordination efficace entre des partenaires locaux, régionaux et nationaux, c'est-à-dire des gouvernements, des partenaires, pour pouvoir mettre en œuvre une réponse, la prévention et des activités après la crise Covid pour soutenir le bien-être des migrants. La deuxième partie de stratégie, c'est vraiment de diminuer de possibilités de morbidité parmi les migrants dans ces 140 pays avec tout le soutien du gouvernement et des autres acteurs. La troisième partie de cette stratégie, c'est évidemment la protection des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire la protection des migrants, des personnes déplacées, les communautés hautes aussi, pendant cette période de COVID, pour qu'ils aient accès à la santé, à une protection, à des assistances sociales. Et la dernière partie, c'est basé sur qu'est-ce qu'on va faire après COVID. Comment est-ce qu'on soutient ces communautés, ces migrants-là, pour mieux vivre l'étape qui va être difficile pour nous tous, voire pire pour des migrants. Donc, ça, c'est un peu la stratégie. Comment ça va être mis en œuvre? On fonctionne comme les Nations Unies. Donc, on a des bureaux le OIM a des bureaux partout dans le monde, c'est-à-dire dans ces 140 pays, ou des partenaires qui vont les aider à mettre en œuvre cette plan. Et dans ça, évidemment, tous les plans, toutes les stratégies ont des failles. C'est-à-dire, ça dépend de la capacité d'implémentation sur le terrain. Comme vous voyez en Libye, que toutes les importations des biens, des machineries, équipements de santé ont arrêté parce que la Chine s'est arrêtée. Il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions. Évidemment, la capacité d'implémenter une réponse est beaucoup, beaucoup limitée. Aussi, les personnes qui implémentent ces activités, des personnes qui sont en dehors des aides-soignantes, des assistants sociaux, les familles qui s'occupent des personnes, les staffs des associations ou des ONG sur le terrain, eux, ils ont des consignes de rester chez eux. Donc, c'est assez difficile de mettre en place tout simplement des bonnes stratégies qui sont là pour diminuer les dégâts qui sont provoqués par cette crise mondiale. Donc, ça, c'est les failles. Mais
Mais pour moi, le plus grand défi maintenant, c'est pas tout à fait comment on va gérer la prévention ou la réponse en soi. C'est vraiment le après. Qu'est-ce qui va se passer après? J'ai parlé avec des gens en Malawi qui ont été forcés de rester chez eux et voir leur maïs être détruit devant les yeux parce qu'ils ne pouvaient pas sortir faire leur activité quotidienne. La même chose en Yémen. 1 sur 4 qu'ils ont admis à l'hôpital meurt. C'est juste les conséquences de cette crise dans le monde, surtout dans des pays qui ont déjà venu de sortir dans des années très dures de s'adapter et de s'en sortir économiquement de pauvreté. Ils vont replomber dedans. Roux, il le sait. Marianne le sait aussi. C'est vraiment des pays où on a vécu, où on a visité, mais on va voir des conséquences très, très graves liées à cette réponse. Et c'est pour ça que beaucoup de notre attention en tant que des acteurs des Nations Unies, mais aussi des ONG, etc., va se concentrer beaucoup sur la reconstruction autant que la prévention et la réponse. J'espère que ça répond à des questions. Oui, merci beaucoup pour tous ces apports. C'est vraiment intéressant aussi. Et je pense que c'est important de rappeler qu'en Europe, on est privilégié en ce moment, entre de grands guillemets, par rapport à la crise, mais que dans plein de pays, il y a des resurgences du Covid et que dans plein de pays, c'est pas fini et que dans d'autres pays, ça repart. Donc, je pense que c'est aussi très important de prendre en compte les situations économiques des pays qui ont subi les printemps arabes, des pays qui ont déjà des vagues de migration très importantes et qu'en fait, ça s'ajoute et donc ce sont des conditions qui s'aggravent en fait et il y avait déjà tellement les situations dans certains pays étaient déjà tellement graves que c'est juste une accumulation et une amplification de choses qui étaient déjà existantes. Peut-être justement pour apporter une touche un peu positive, j'ai envie de dire, je vais laisser la parole à Roux qui va peut-être nous expliquer comment lui participe à l'insertion des réfugiés, des personnes déplacées et comment il les intègre, enfin comment son association permet de les intégrer dans la vie professionnelle et justement comme vous le disiez, il y a 200 000 personnes en France qui vivent avec ce statut et qui travaillent. Peut-être nous parler un peu de ça, de l'intégration professionnelle de ces réfugiés. D'abord, avant de parler de ce sujet super intéressant, je vais faire une parenthèse. Je dis que même les Français, les agriculteurs français ont souffert à cause de la fermeture des frontières parce qu'il n'y avait pas cette année assez de main-d'œuvre pour récolter leur travail. Et donc, on a vu beaucoup de en fait, la même histoire que tu dis en fait, sur les maïs dans un autre pays, aujourd'hui en France, sur beaucoup d'autres biens, des trains et tout, c'est la même chose. Donc, et ça nous rappelle que en fait, l'immigration n'est plus une séquence, une composante isolée de notre vie, c'est nos liens. En ce qui concerne l'intégration, d'abord, en fait, nous, on essaye de ne pas, d'avoir déjà de revoir, réfléchir même les termes qu'on utilise. Par exemple, comme on parle de l'intégration, l'insertion professionnelle, dès le départ chez Singa, on a réalisé que ce sont des termes qui mettent la personne réfugiée, immigrante dans une position très passive, alors que non, en fait, ce sont des gens actifs qui veulent faire des choses, qui vont faire des choses. Et par contre, justement, avec un regard qui n'est pas très adapté à la situation, ces personnes-là sont dans une situation d'exclusion, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit en fait dans les actions. Donc, on a essayé de prendre une position et des méthodes ce qu'on dit inclusive. Il y a 8 ans qu'on a commencé chez Singa
et en fait, beaucoup d'autres associations, pas seulement Singa, qui ont commencé leurs activités, notamment après 2015. En fait, on a tous confronté cette position, en fait, cette ancienne vision de l'immigration, de rapport avec l'autre. Et du coup, c'était un gros mot un peu, il y a 5 ans, il y a 8 ans, les méthodes inclusives, alors que là, maintenant, quand on voit les résultats, quand on voit que ça ne concerne pas seulement, je sais pas, des personnes immigrées, ça concerne tout le monde, cette vision inclusive. Et du coup, on a parti avec cette vision. Et notamment, en fait, les cofondateurs de Singa ont eu cette idée que, en fait, cette personne qui est à côté de moi, il est probablement et certainement sur certains sujets est beaucoup plus qualifié que moi. Et qu'il veut faire des choses, il va vivre ici et qu'est-ce qu'on peut faire après? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je dois aider cette personne, c'est-à-dire être dans une situation verticale, ou est-ce qu'on peut créer quelque chose ensemble ou créer un écosystème dans lequel on peut mener des projets. Et très vite, on a réalisé que personnellement, quand j'ai rejoint Singa, c'est ça que j'ai aimé, c'est-à-dire en fait cet environnement inclusif. Donc, on a vu des projets qui s'émergent et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'incubateur. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé l'incubateur pour créer des projets. Il y avait déjà des personnes avec des projets et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ramener notre capital social qui manque pour créer un projet pour une personne nouvelle arrivante et qu'on va co-créer tout ça ensemble et on fait confiance à la personne. Et depuis, nous avons accompagné, voire créé en France, mais aussi dans 10 autres pays dans lesquels on a 7 incubateurs, plus de 300 projets. Ça peut être des petites entreprises de une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il y en a après des projets, vous connaissez probablement Meet My Mama, Connexion, Attaque à l'âme, ou ailleurs en Allemagne, en Suisse, des grands projets aussi qui recrutent eux-mêmes des personnes. Et ça, à la fois, l'impact, il y a 2 impacts sur la personne elle-même, qu'elle trouve sa place dans la société. À ce moment-là, en fait, elle est inclue dans la société. Il y a un sentiment d'inclusion. Moi, je vis ici, je fais quelque chose. Et deuxièmement, l'impact sur la société, c'est-à-dire qu'on a en fait, on ouvre la possibilité de l'innovation sociale, technologique, politique, littéraire, et etc. Et ça impacte la société, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui viennent, qui co-créent des choses ensemble, où ils utilisent les outils, les productions, les innovations menées par ces personnes-là. Il faut savoir que, et du coup, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire cette possibilité que quelqu'un prend quelque chose en main et crée quelque chose est très important et ça donne vraiment et qu'en fait moi je pense qu'en France mais en Europe aussi on ne fait pas beaucoup attention à ça, alors qu'aux États-Unis, même au Canada, il y a même en fait des ministères sur ce sujet. Parce que l'immigration n'est pas conçue comme une charge sur la société. Elle est conçue elle est perçue comme une opportunité. Je lisais un rapport sur France Inter il y a quelques jours sur le fait que les États-Unis vont perdre dans quelques années sa place
face à la Chine. Mais elle va reprendre sa place dans quelques décennies, pas tout de suite, mais seulement grâce à l'immigration. Et l'Europe perd sa place, tous les pays européens vont perdre leur place dans l'économie mondiale, mais la géopolitique, etc., justement parce qu'eux, ils ne profitent pas de l'immigration, qui sont fermés sur l'immigration. Et tous ces gens-là qui arrivent, il faut savoir en fait, moi j'ai découvert que même le terme réfugié aujourd'hui a une connotation négative et passive. Alors que quand on voit sur l'encyclopédie de Diderot, quand il parle, en fait, il définit le terme réfugié. Pour lui, c'est un talent français qui est au service des protestants, du coup, qui est parti, je ne me souviens pas en fait la phrase exacte, mais en fait, c'est un talent qui a quitté notre camp pour aller être au service des autres. Et du coup, il y a une notion de regret vis-à-vis d'un réfugié qui est parti. Alors que là, aujourd'hui, on pense que non, en fait, c'est oh là là, en fait, il vient consommer nos, et même en fait dans les gens bienveillants, enfin, dans la tête de beaucoup de personnes de très bonne volonté, il y a parfois je ressens qu'il y a ce regard, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on doit les aider, mais c'est tout. On ne peut pas faire quelque chose avec, on ne peut pas créer quelque chose avec cette richesse. Et c'est ça qu'on a essayé de faire chez Singa en créant des projets. Et là, en fait, surtout après 5 ans de création des incubateurs, on voit des résultats et on voit en fait même l'impact économique et social sur les personnes elles-mêmes, mais sur la société plutôt. Donc, moi, je pense qu'en fait, c'est la meilleure manière de contribuer à un changement de regard sur le sujet. Sinon, en fait, on va rester dans le même discours et qui est de plus en plus amplifié aujourd'hui en fait, dans les débats politiques. Quand vous dites que dans votre sondage, en fait, c'est le thématique le plus important. C'est pas que ben, chez vous. En fait, il y a l'étude sortie par la Fondation Un destin commun, dans laquelle vous voyez que l'immigration reste parmi les points de clivage de la société, des sociétés européennes, particulièrement en France. Alors que, en fait, on n'a pas des réponses concrètes et positives là-dessus, et les acteurs progressifs restent très en défensif. Et surtout pour moi, le problème, c'est ça, c'est-à-dire ce regard humanitaire dans le sens pas positif du terme, hein, parce que l'humanitaire, il y a un sens positif et de très positif. Mais en fait, d'aborder l'immigration seulement sur ce volet humanitaire fait que dans le débat de société, débat politique, on reste sur la défensive. On dit qu'en fait, on doit subir ça, c'est de l'humanité. Oui, c'est correct, mais à la fois, il y a de l'impact positif économique, il y a de l'impact culturel, il y a de l'impact de société, politique, etc. C'est humanitaire alors qu'il faudrait de l'humanisme, en fait. Oui, Oui. justement, voilà. Et c'est un terme mal compris parce que l'humanitaire, ça concerne des urgences humanitaires, y compris les désastres naturels et les situations humanitaires. Donc, c'est effectivement ça, comme tu dis, Marianne, c'est l'humanité qu'il faut, pas l'humanitaire. Oui, je trouve ça très intéressant de rappeler que la migration,
c'est une grande partie des gens qui migrent, c'est des personnes qualifiées, et donc qu'elles rapportent économiquement, qu'elles ont un poids économique très important sur les économies locales, économies nationales, et que d'une part, ça coûte très cher de migrer, donc pas n'importe qui migre et peut se permettre de passer la frontière et de migrer, et d'autre part, que selon l'OIT, en tout cas, ça a été montré qu'ils apportent 2 fois plus, donc économiquement 2 fois plus que des natifs. Donc je trouve que c'est très intéressant de remettre ça sur le tapis, de montrer l'impact économique important des réfugiés sur les économies nationales. Et comme vous disiez au début, Roux, c'est une question politique. C'est une question de est-ce que les politiques se saisissent de la question des réfugiés plutôt, comme vous disiez, d'un point de vue d'urgence humanitaire, ou plus d'un point de vue du poids économique et de l'impact économique que ça peut avoir pour le pays. Peut-être pour rebondir, vous parliez aussi donc des législations. Je vais peut-être demander à Marianne de parler un peu des législations européennes et de la solidarité européenne. On sait que ça fait quelques années qu'on discute de la réforme du règlement de Dublin 3, et le Dublin 4 est en discussion permanente. Peut-être voir dans quelle mesure cette crise, entre grands guillemets, parce que le mot crise est souvent critiqué aussi, c'est important, comme vous dites, la terminologie, les mots qu'on utilise. Donc, dans quelle mesure cette crise remet peut-être au goût du jour cette question qui a été un peu délaissée par la Commission ces derniers mois et qui revient un peu sur le tapis. Donc, comment cette crise du Covid peut remettre sur le tapis des questions comme la réforme des législations européennes et notamment la réforme du règlement de Dublin 3. Alors, il faut savoir que ce qui existe en Europe en matière d'asile, puisque c'est le sujet de notre discussion du jour, il existe ce qu'on appelle le régime d'asile européen commun, qui comprend un certain nombre d'éléments. Donc tout d'abord, une directive qui s'appelle la directive qualification. C'est la directive qui permet de qualifier si une personne est légitime à demander la protection internationale dans un État membre. Ensuite, il y a la directive procédure, donc, qui donne des instructions sur la manière dont les États membres doivent gérer cette procédure de demande d'asile. Il y a une troisième directive qui s'appelle la directive accueil, qui explique voilà, comment est-ce qu'on doit accueillir les demandeurs d'asile. Donc ça va expliquer, ça va gérer notamment ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil. Donc l'allocation du demandeur d'asile, c'est cette somme d'argent qui lui est allouée chaque jour pour vivre. Donc 5 € par jour, comme je le disais, et ça comprend aussi normalement un hébergement. On trouve également dedans Dublin 3, sur lequel je vais revenir dans un second temps. On trouve également Eurodac, qui est un fichier dont je parlerai également quand je parlerai de Dublin 3, qui est un fichier d'empreinte digitale. Et enfin, on trouve dedans une institution qui s'appelle le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Tout d'abord, Dublin 3, pour les non-initiés, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu technique. Dublin 3, c'est cette convention qui date de 2000. Bon courage, Marianne. Merci, je sors les rames. C'est cette convention européenne communautaire de 2013 qui édicte cette règle selon laquelle un demandeur d'asile doit demander l'asile dans le pays européen dans lequel il est arrivé en premier. Et donc, spoiler, c'est souvent les pays méditerranéens. En fait, c'est la Grèce et l'Italie à qui on a dit débrouillez-vous. Donc, Dublin 3, à mon sens, ça a un peu entériné l'absence de solidarité communautaire et moi, je trouve ça scandaleux qu'on ait laissé ces pays se débrouiller tout seuls, en sachant en plus ce qui s'est passé, la crise migratoire qu'on a vécue en 2015 et 2016.
Et donc cette convention, voilà, elle donne tout un ensemble, un corpus de règles pour expliquer comment ça se passe. Donc pour la faire rapide, le demandeur d'asile a transité, est arrivé sur une île grecque, et puis ensuite il a traversé l'Europe en général à pied, mais pas toujours, et puis il est arrivé en France, puisque c'est le cas qui nous intéresse. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va déposer sa demande d'asile à la préfecture, on va prendre ses empreintes digitales, et là, on va avoir une alerte, justement grâce à ce fichier dont je parlais Eurodac, ou un autre fichier qui s'appelle le Visabio, qui permet d'avoir toutes les empreintes digitales de tous les ressortissants non européens qui ont un jour demandé un visa dans l'Union européenne. Et donc là, bim, on voit soit que la personne a fait un visa pour un autre pays de l'Union européenne, ou bien qu'elle a eu ses empreintes qui ont été prises, par exemple, à Lesbos ou à Athènes, ou sur le chemin. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a toute une procédure qui se met en route, où la France va contacter. Donc tout ça se fait tout ça se fait en ligne. Ah oui, sur un logiciel qui est drôle, ça s'appelle Dublinet. Voilà. Et donc, la France va demander à l'État responsable de la demande d'asile de prendre en charge. L'État va accepter explicitement ou accepter implicitement s'il n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, ou il peut refuser pour certaines raisons bien spécifiques. Et ensuite, à partir de la décision de l'État membre responsable de la demande d'asile, la France a 6 mois pour expulser le Dubliné, parce que c'est comme ça qu'on appelle la personne, vers cet État. Mais il faut savoir que 6 mois, étant donné que la France n'a pas vraiment mis les moyens de ses ambitions à cette tâche, aux, comment dire, aux étrangers, enfin tout ce qui concerne les étrangers en général, 6 mois ça passe très vite, et donc il est très rare que la France parvienne à expulser la personne dans les 6 mois, ne serait-ce aussi parce qu'il y a aussi des difficultés d'appréhension des personnes, ce qui fait qu'on assigne de plus en plus à résidence et on met de plus en plus dans des centres de rétention administratifs. Donc en termes de droits de l'homme, c'est pas terrible. Mais au final, il n'y a que 12% des Dublinés qui sont expulsés. Puis il y a un problème de coût aussi. C'est-à-dire qu'une expulsion, c'est environ 13 800 euros. Ça fait sur l'année 2018 48 millions d'euros pour expulser 3 533 personnes. Voilà. Donc la France a 6 mois pour expulser la personne. Comme je disais, c'est rare qu'au bout des 6 mois, elle y soit parvenue. Donc il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place. Beaucoup d'entreprises avec cet argent, avec les mêmes personnes. Voilà. Il y a tout un mécanisme qui se sont mis, d'un ensemble de pratiques qui se font dans les préfectures en France, parce qu'en fait, si la personne est déclarée en fuite, le délai de 6 mois devient un délai de 18 mois. Donc le but des préfectures, c'est de pouvoir déclarer en fuite un maximum de Dublinés pour s'acheter du temps. Ça, c'est le raisonnement bureaucratique. Mais derrière, c'est des vies humaines. Ce sont des gens qui ont fui en général des conditions de vie dramatiques, des pays en guerre, des pays où ils avaient un engagement politique qui a fait qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ont été torturés. Ce sont des réfugiés LGBTI qui, pareil, ont été discriminés, violés, battus, etc. pendant des années et des années. Et on va leur infliger ça. Parce que pour la préfecture, déclarer la personne en fuite, ça lui rachète du temps. Mais le demandeur d'asile, le déclarer en fuite, derrière, ça veut dire qu'il perd ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, donc le droit d'être logé et les 5 euros par jour. Il les perd totalement. Et alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on déclare quelqu'un en fuite ? Eh bien, en gros, la préfecture considère qu'un rendez-vous manqué avec
police ou avec la préfecture ou n'importe quelle entité administrative, ça veut dire que la personne est en fuite. Bon, bah déjà, c'est quand même un peu léger. Il y a plein de raisons de louper un rendez-vous. Il peut y avoir un problème médical, ne pas avoir reçu la convocation. Il peut y avoir des problèmes de RER. Il peut y avoir une mauvaise compréhension. Enfin, tout un ensemble de raisons. Derrière, nous, quand je dis nous, avocats et bénévoles, on doit faire des recours pour contester ce placement en fuite et c'est très difficile. Et surtout, ça veut dire que pendant 18 mois, cette personne va vivre en fait dans la clandestinité. Elle va se cacher, vivre de manière, soit en travaillant de manière informelle, soit être victime de mafia, de prostitution. Et au bout de 18 mois, on les voit réapparaître dans nos permanences. Et enfin, ils peuvent demander l'asile en France, quoi. Donc on inflige ça nous coûte 48 millions d'euros, comme je disais, pour expulser 3533 personnes. Mais attention, parce que la France, on expulse des Dublinés, mais on en reçoit aussi. Et donc en 2016 par exemple, en 2017, on en avait reçu 1636. Donc au final, on fait tout ça pour une balance de même pas 2000 personnes par an, quoi. Et ça nous coûte 48 millions et on brise des milliers et des milliers de vies derrière. Donc, Dublin 3, voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous dire plus ce que j'en pense. C'est inhumain et c'est inefficace. Réformer Dublin 3, ça me paraît une nécessité. Est-ce que, à mon sens, la manière dont c'est envisagé pour le moment par les États membres me semble pertinente ou humaine, non. Et après, sur la position de la Commission européenne sur le sujet des demandeurs d'asile pendant le confinement. Il y a eu un discours le 17 avril. Ils ont publié un certain nombre de lignes directrices en disant, voilà, on va essayer de promouvoir la possibilité de demander l'asile en ligne ou de faire des entretiens en ligne aussi. Alors malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui a été implémenté en France, en sachant que oui, c'est le Moyen-Âge, la demande d'asile, parce que vous voyez bien que à peu près toutes les administrations de France et de Navarre ont à peu près tout dématérialisé. Vous pouvez avoir votre extrait de casier judiciaire en ligne, vous pouvez à peu près tout faire en ligne. Mais demander l'asile, non, c'est un dossier cartonné qu'on vous remet après un rendez-vous qu'il a fallu prendre au téléphone avec un service où on ne vous répond jamais et qui est surtaxé si vous n'avez pas le forfait qu'il faut, etc. Donc ça reste le Moyen-Âge, mais c'est fait exprès parce que c'est dissuasif, parce que ça fait que les gens prennent trop de temps à demander l'asile. Et il faut savoir qu'au bout de, si vous n'avez pas demandé l'asile dans les 3 mois suivant votre arrivée, vous passez en procédure accélérée, qui, contrairement à ce qu'indique son nom, ne veut pas dire que les choses vont aller plus vite, mais juste que les choses, on va moins respecter vos droits, que vous aurez le droit qu'à un seul juge au lieu de 3 juges pour juger votre situation, etc., etc. Et oui, oui, ce qu'a dit la Commission européenne pendant le confinement, donc il y avait des lignes directrices, et il y avait, mais surtout reprenez vite les expulsions Dublin quand même. Faudrait voir à pas mollir sur le sujet, parce que déjà que ça marche pas, continuons à le faire. Et ce que moi je trouve scandaleux de vouloir continuer pendant un contexte de pandémie mondiale où on dit à tout le monde qu'il faut pas voyager et donc envoyer des étrangers dont on sait qu'ils ont une moins bonne couverture maladie, les envoyer à droite à gauche. Voilà, donc je trouve que, il n'y a rien eu de la Commission européenne sur les questions de secours, de sauvegarde, d'accueil en mer, parce qu'il s'est passé des choses épouvantables, notamment en Italie ou à Malte, dans les eaux territoriales italiennes ou Malte, en violation totale du droit international maritime, où on a refusé d'accueillir des étrangers qui étaient en détresse et qui étaient des demandeurs d'asile.
Voilà, donc je suis pas vraiment convaincue de ce qui a pu être fait par les instances européennes pendant cette période sur ce sujet, clairement. Peut-être juste pour rebondir, parce que donc Dublin 4, il y a une des propositions qui serait d'instaurer des quotas par pays. Peut-être que vous pouvez nous donner votre avis sur cette proposition. Quelque part, la technique des quotas, elle me semble beaucoup plus juste que la technique qui consiste à imposer aux États en fait, méditerranéens de recueillir tous les demandeurs d'asile qui arrivent sur leur sol. Je pense que ça aurait beaucoup plus de sens. Après, voilà, il faut voir comment ces quotas vont être calculés, quelle est la part voilà, qu'est-ce que ça va exiger comme bonne volonté des États, parce qu'on sait bien, malheureusement, l'ambiance en ce moment dans un certain nombre de pays de l'Union européenne n'est pas exactement à l'accueil voilà, et donc je crains qu'il y ait une grosse difficulté à obtenir le consensus des États. Notamment un certain nombre d'États dont on sait que maintenant ils sont dirigés par des dirigeants de droite assez radicales, assez extrêmes, voire d'extrême droite. Et donc, voilà, donc je me demande s'ils parviendront à trouver un accord et à parvenir à ce type de solution. Mais effectivement, ça me semblera toujours plus juste que ce qu'on a fait à l'Italie et à la Grèce pour le moment. Mais juste pour ajouter sur ça, et il y a un précédent avec ça, parce qu'au départ, dans 2015, ils avaient construit des hotspots en Italie et Grèce pour effectivement partager le burden, comme ils disent, des personnes qui arrivaient. Et ça, c'était un accord entre tous les pays européens de réinstaller ou relocaliser des personnes dans d'autres territoires. Ces garanties ont vite disparu en l'air. C'est-à-dire, il n'y avait pas un suivi. Des pays ont négocié d'échanger une population contre une autre. Certains pays ont renvoyé des gens en Turquie et ont échangé leur quota de réinstallation. Donc, même si on a une promesse de partager des gens sur un territoire européen et avoir des quotas, moi, également, ça peut être plus juste, mais des précédents montrent que ça n'a pas été mis en place de façon égale ou efficace. Après, peut-être peut-être que si c'est dans une convention, justement, tous les États se sentiront plus liés par ça que par des... C'est pour ça que je disais quelle est la part de la bonne volonté des États. Si ça repose sur la bonne volonté, je pense effectivement qu'il ne se passera pas grand-chose. Après, ce n'est pas le cas de tous les États. Hein. On a vu ce que l'Allemagne a fait. Ils ont pris 1 million de personnes. Voilà, mais c'est dommage que ça n'ait pas été... plus le cas. Et il y a un chiffre que je voudrais donner parce que personne n'en parle alors qu'il est vraiment hyper important. C'est qu'il faut savoir qu'en termes de franchissement illégaux des frontières européennes, on est passé de 2015 et 2016, on était à 2,3 millions, ce qui était considérable. En 2018, on était à 150 114, ce qui est une diminution significative, énorme, et personne ne commente ce chiffre. C'est l'inverse. Tout le monde est en train de courir comme des poules sans tête en nous parlant de l'immigration clandestine, et en fait, elle est à son plus bas depuis 5 ans. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart des moyens qui sont déployés par l'Union européenne, c'est pour le contrôle des frontières, c'est pour la sécurité, c'est par Frontex, pour lutter contre... Ne lancez pas sur Frontex, Nathalie, parce que... J'évite Frontex parce que sinon ça va... Ils ont profité du confinement pour redemander des centaines de millions de budget. C'est une administration c'est devenu la plus grosse administration européenne. Voilà. Qui se rend, si on commence à s'intéresser un peu à ce qui se passe à nos frontières, qui se rend régulièrement coupable d'atteintes aux droits humains, qui fait des reconduites à la frontière complètement illégales, qui parfois secoue un peu les gens, et je suis gentille quand c'est un euphémisme. Donc
donc oui, moi aussi, ça me scandalise de voir l'évolution du budget de Frontex dans un contexte, encore une fois, où on voit qu'il y a une diminution significative des franchissements illégaux de frontières. Merci beaucoup donc, pour tous ces apports juridiques qui sont importants pour aussi mieux comprendre la solidarité européenne ou la gestion des migrants et des réfugiés en Europe. Peut-être, Kavita, vous pourriez nous parler un peu de votre travail à Action Emploi Réfugiés pendant cette crise, ce que vous avez mis en place et aussi comment peut-être vous avez pallié au manque de réponse des politiques nationales via cette organisation. Oui, écoute, c'est le même sujet de ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à qui a accès à ses droits, qui a accès égal à ses services, qui a des services non discriminatoires, qui peut exprimer leurs besoins dans une façon dont les services répondent à leurs besoins. Donc, par exemple, un migrant en Malawi n'a vraiment pas de droits et peuvent s'en sortir mal. Ici, en France, si un migrant veut s'exprimer, j'espère que via des associations, via des aides, etc., ou via des systèmes de les entourer par des réponses, soit juridiques, soit sociales, etc., ils sont mieux placés pour pouvoir être protégés dans la phase de cette crise. À Action Emploi Réfugiés, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est d'écouter les personnes qui étaient dans une situation terrible. Et je dis terrible parce que la première chose qui s'est passée, c'était des appels. Des appels. Et la raison pour laquelle on avait plein d'appels, c'est parce que personne, parmi les gens qu'on accompagne à Action Emploi Réfugiés, qui est un service de mise en relation entre employeurs et réfugiés, d'ailleurs, personne qu'on accompagne pas beaucoup de gens avaient des informations sur les gestes barrières et sur le COVID traduits dans leur langue. Ça, c'est le simple accès à l'information. On parle des obstacles pour se protéger. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Moi, je parle plus ou moins français, je lis, etc. Je comprends les gestes barrières. Des personnes qui sont nouveau arrivées, peut-être n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre le français, qui sont dans une situation de 18 mois en fuite, etc. Il n'y a pas d'informations traduites dans leur langue pour pouvoir comprendre. Après ça, il y a cette peur d'être arrêté par les polices dans la rue. Il y a le fait que beaucoup de gens qu'on accompagne vivent dans des logements sociaux avec plusieurs personnes, donc ils ne peuvent pas se protéger, ils ne peuvent pas utiliser les gestes barrières. On avait 40% des personnes qu'on avait entendues en ligne qui étaient pas dans des logements, c'est-à-dire dans la rue, dans des situations très craigneuses, très temporaires, de changer de vie maison à maison. Donc, tout ça, c'est des obstacles à se protéger. Et nous, ce qu'on a essayé de faire vraiment, c'était de complètement changer notre façon de travailler et d'avoir une réponse vite au téléphone dès que possible aux personnes qui nous appelaient, un effectif qui marchait les week-ends, les jours, etc. Contrairement à d'autres services et d'autres populations qui sont accompagnées, les gens qu'on a accompagnés n'avaient pas beaucoup d'accès à l'Internet, ni un Internet stable dans certains endroits, c'est-à-dire ils partageaient des ordinateurs, ça en soi était craignant, etc. Donc, la meilleure façon de faire gérer l'information sur le COVID, c'était au téléphone. Après ça, on traite aussi des questions d'accompagnement vers l'emploi. Beaucoup de gens qu'on accompagne sont de niveau A1, c'est-à-dire qui ne parlent pas français très bien et qui ne connaissent pas vraiment leurs droits liés au travail. Des gens qui étaient dans un travail, qui étaient mis au chômage partiel, mais ils ne savaient pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fallait remplir comme formulaire, etc. Donc, tous ces droits liés au travail, c'était des choses qu'on avait expliquées au téléphone aux personnes qu'on accompagnait. Et ça, c'était absolument basé sur les besoins des personnes qui nous appelaient et on était assez agile dans la façon de gérer les besoins des gens qu'on accompagne.
c'est pas tout à fait le norme pour nous. On fait vraiment un accompagnement qualitatif en personne via des ateliers et des rendez-vous personnalisés, soit pour des formations, soit pour une mise en relation avec des employeurs purs et durs, ou soit pour améliorer les conditions de travail pour les gens qui ont acquis un travail via notre service. Donc, c'était un complet changement, mais c'est quelque chose que je trouve assez innovateur et hyper... j'étais très en admiration de notre équipe d'avoir tellement changé leur façon de travailler pour gérer cet énorme stress de gestion de Covid. Peut-être une question très pratique et pragmatique du coup. Quel est le profil type des bénévoles qui travaillent là-bas ou du coup, comme ils ne parlent pas souvent français, vous avez des personnes qui parlent des langues différentes? Comment ça se passe de manière très pratique? J'ai une visite ici. On a une vingtaine de bénévoles qui parlent des langues européennes, mais dans notre équipe, en fait, on a quelqu'un qui parle farsi, ourdou, pashto, on a quelqu'un qui parle arabe, on a quelqu'un qui parle espagnol, anglais. Donc, on avait beaucoup couvert les langues et beaucoup de notre information sur le COVID était traduite en interne ou via des gens qui nous suivent sur l'Internet. Donc, ça, c'était la première chose. L'autre chose, et je suis très reconnaissante à OEM pour ça, j'avais demandé à OEM, où je travaillais à l'époque, en mission, de savoir s'ils avaient des informations traduites. Et du jour au lendemain, le OEM d'Italie nous avait fourni des informations traduites sur le COVID, qui est maintenant en ligne sur le site de OEM. Mais vraiment, c'était un des plus... des besoins plus urgents à ce stade au départ, c'était d'informer des gens en fait, parce que l'information est clé, ça sauve les vies. Et l'autre chose qui était très difficile dans un côté humanitaire, quand j'ai travaillé dans des pays en guerre ou des pays en situation d'urgence naturelle, c'était vraiment sur la question des personnes qui ne savaient pas lire et écrire et des personnes en situation de handicap qui avaient zéro accès à l'information parce que l'information, même si c'est traduit, c'est pas traduit en braille, c'est pas traduit en signes, c'est pas traduit en langue simple ou en icône. Donc, toute cette population, on parle des personnes qui sont plus au risque, c'est des migrants en situation de handicap ou des personnes qui ont très peu d'éducation, qui ne savent pas lire ou écrire, qui étaient vraiment à ce stade-là mis à côté ou à très, très haut risque d'attraper le COVID par manque d'information. Donc, voilà. Et cette situation, vous diriez qu'elle a changé depuis le déconfinement? Ou est-ce qu'on est toujours dans la même logique d'aider les gens à la communication par des appels? Ou est-ce que c'est une situation qui était plutôt pendant le confinement de mars à mai et qui maintenant est un peu différente et a évolué? Ça a évolué parce qu'il y a plus d'informations. Je crois que les gens sont plus confortables avec l'information qui existe. Mais en même temps, ça change beaucoup. La situation est tellement fluide et ça change tout le temps. J'ai vu qu'avant-hier, on avait posté un nouveau règlement sur la portée des masques dans des espaces clos et l'amende qu'on peut avoir si on ne porte pas le masque. Nous avons traduit ça dans plusieurs langues pour pouvoir en fait informer des personnes au cas où ils ne savaient pas et ils prennent une amende, tout simplement. Donc, on essaie d'être assez réactif là-dessus. Et vu qu'on a plus que 8000 followers sur notre page Facebook, ça veut dire qu'au moins, on croit que ça a un bon... cette partie via plusieurs pistes. Et on envoie cette information à des gens, autres associations avec qui on travaille, etc. Donc, moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai reconnu beaucoup, c'est le système change tout le temps. Nous, on est dans un bureau de coworking ou l'espace de coworking qui s'appelle l'Ascenseur, qui est à Bastille. Et il y a beaucoup d'autres associations qui sont là. Et nous, on s'entraide beaucoup vis-à-vis de l'information sur le COVID, quelles sont les bonnes pratiques dans les bureaux, etc. Donc, ça nous aide aussi. Et évidemment, les autres associations comme SINGA, le CIMAD,
Connexio, Codico, on se parle tous parce qu'on a tous eu les mêmes subventions via le plan d'investissement de compétences par le ministère du Travail. Donc, via ce dispositif, via un dispositif en ligne qui s'appelle Place aussi, on a pu s'échanger sur ces questions-là et ça vraiment, ça nous apprête à réagir plus vite parce qu'au départ, c'était hyper dur. Maintenant, ça devient plus prévisible, en fait, la façon dont on doit réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces informations. C'est toujours intéressant d'avoir un peu la profession et l'impact sur le terrain. Je vais passer aux questions du public parce que j'ai oublié de préciser, mais évidemment, le public peut poser des questions. Donc, j'ai reçu une question qui est « La Commission vient de négocier un plan de relance historique. Comment inclure les migrants et les réfugiés dans ce plan de relance qui ne semble pas les inclure pleinement pour le moment ?» Je ne sais pas qui a envie de peut-être se prononcer sur cette question du plan de relance. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir là-dessus ? Il y a un côté juridique que je pense que Marianne peut dire, mais en fait, il y a un côté politique, c'est-à-dire en fait, cette vision d'exclusif sur la prise de décision politique qui ne concerne pas seulement les personnes immigrées réfugiées, ça concerne toute la population française et européenne. Donc, moi, je pense que tant qu'on ne change pas ce mécanisme très hiérarchique de prise de décision politique, je ne vois pas en fait comment, parce qu'il n'y a pas de, ce n'est pas conçu en fait dans notre système de prise de décision. Il n'y a pas un instant qui représente des personnes réfugiées. Il n'y en a pas. Vous savez, c'est un peu comme cette photo qui avait fait le buzz en 2013 sur cette semaine sur le droit des femmes ou la place de la femme dans la société en Arabie Saoudite. Et en fait, la photo qui illustre l'article, c'est que des hommes en habit traditionnel qui sont en train de parler du droit des femmes. C'est pareil pour les étrangers et, en général et les demandeurs d'asile en particulier. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais mettre en place une solution humaine et efficace si on les inclut pas dans le processus. Ce qui est certain, moi j'ai la chance depuis 5 ans d'avoir vadrouillé dans un certain nombre de pays dans l'Union européenne et au Moyen-Orient pour voir des initiatives dans différents camps de réfugiés ou différentes villes. Le modèle qui fonctionne le mieux, c'est ce que j'ai pu voir dans le camp de réfugiés de Vänersborg en Suède, où ce sont les demandeurs d'asile eux-mêmes qui se sont pris en main et puis qui ont mis en place, c'est un camp de 1500 personnes, donc je pense que c'est un des plus grands camps d'Europe. Sans compter ce qui se passe sur les îles grecques, mais les îles grecques, 4000 personnes sur Lesbos, c'est pas un camp, c'est une prison à ciel ouvert. Et donc c'est admirable ce qui s'est passé là-bas avec un budget de 0 €. Les gens se sont organisés, il y a une nurserie, une école. Il y a des tailleurs, des comptables, des ingénieurs. Ils organisent des cours de natation. Il y a tout un écosystème qui s'est développé, qui est en étroite relation avec la ville. Du coup, il y a des demandeurs d'asile, une fois qu'ils obtiennent le statut et l'autorisation de travailler, d'entreprendre, qui s'installent, qui installent leur petit commerce dans la ville de Vänersborg, qui était une ville où les commerces fermaient petit à petit parce qu'il y avait un grand centre commercial qui avait ouvert pas très loin. Et voilà, et donc comme souvent, on constate que les étrangers sont ceux qui vont redonner vie soit à des secteurs, soit à des géographies qui avaient été délaissées par les nationaux. Et voilà, et c'est toujours ça qui marche le mieux. Et après, ce à quoi on pourrait songer en Europe,
en général et en France en particulier, bah, c'est un accueil plus humain qui préserve la dignité de la personne, où on fournirait des cours de langue pendant le processus de la demande d'asile, parce que ça prend plusieurs mois. Et ce sont des mois qui sont perdus à ne rien faire, et personne n'a envie de rien faire. Ça n'existe pas. Je n'ai pas croisé une seule personne qui avait envie de rien faire. C'est humiliant. C'est terrible pour l'humain de devoir rien faire et de vivre au crochet de la société. C'est un mythe que les gens ont envie de faire ça, c'est pas vrai. Donc des cours de langue, on pourrait penser à des formations professionnalisantes qui seraient organisées avec des entreprises locales dans des secteurs où ils ont du mal à recruter de la main-d'œuvre. En France, chaque année, il y a quand même 300 000 emplois non pourvus. C'est énorme. On pourrait former ces demandeurs d'asile pour ce type d'emploi, au lieu de rendre les gens sans papier et de les faire travailler en tant que sans papier, ce qui fait une main-d'œuvre corvéable à merci qui arrange finalement pas mal de monde, pas mal d'industries et même quelque part l'État. Kavita, sur ça, vous voulez rajouter peut-être Oui, quelque chose? oui, je voulais juste commenter sur la question d'inclure l'inclusion des personnes en situation de migration ou des réfugiés dans tout ce qui est politique, institutionnelle, etc. Je vois que c'est quelque chose sur lequel plein d'institutions sont très, très, très faibles. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, on doit avoir l'obligation en tout cas, si on formule des réponses pour toute une population, de les inclure dans notre formulation d'une réponse. Je ne sais pas à quelle mesure ils font ça dans l'Union européenne, mais je me souviens de voir le UN Human Rights Regional Representative for Europe avait lancé un appel d'avoir un thematic working group des experts qui sont réfugiés, qui sont migrants et qui sont des personnes déplacées en Europe. Donc, c'est un appel à offres pour construire cet expert working group. Mais à quelle mesure cet expert working group va après donner une parole dans la formulation de réponses européennes ou un plan européen, ça c'est une autre chose à voir. Mais c'est la même chose dans les Nations Unies. On parle beaucoup de participation des personnes réfugiées ou des migrants, donner une voix à des gens pour pouvoir s'exprimer. À la fin, c'est normal. Si on fait des choses, comme Rou il a dit, il faut créer ensemble. Donc, c'est pas rocket science. Le faire semble un geste tellement important, mais ça doit devenir naturel et ça doit devenir tellement plus quotidien et pas quelque chose d'exceptionnel d'inclure des voix des personnes qui sont plutôt mises à côté dans la hiérarchie de créer des réponses, c'est-à-dire des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des gens, des voix des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir doivent être impliqués dans tous ces plans et réponses qu'on fait maintenant. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui me vient d'un participant, qui est plutôt sur le point de vue sociétal, donc qui est comment parvenir à sortir donc ce sujet de la migration qui est toujours perçu d'un prisme sécuritaire pour justement l'élargir et changer la position des politiques publiques et la manière dont on parle de la migration. C'est une question très difficile, j'en ai conscience, mais je pense que c'est un débat très intéressant de comment changer le prisme et comment changer la manière dont les politiques publiques s'emparent de la question migratoire. Est-ce que quelqu'un veut intervenir peut-être sur cette question-là? Si je peux me permettre, moi je pense que le problème de regard, notamment en Europe, des pays européens sur l'immigration, dans le monde, mais là on parle de l'Europe, vient de climat culturel et politique en Europe. Si on voit en fait les problèmes des pays européens entre eux, pour moi en fait c'est ça la source de tous les problèmes, c'est-à-dire que
on a encore dans la vision du 19e siècle sur la question de souveraineté, sur la question de droit, sur la question de droit politique, de l'identité, plutôt en fait l'identité politique, et la façon dont on s'organise en Europe. Moi, ça me rappelle les principautés du 19e, 18e, du 16e siècle, que les princes européens se réunissent autour de la table pour décider la sort d'une population, d'un sujet. Et qu'on est encore dans cette perception de la politique en Europe. On a un grand problème de partage des ressources, que ce soit entre les Européens ou avec les autres. Donc, à partir du moment où on a en fait ce problème fondamental et culturel de partage, c'est une crise de partage. On parle de la crise de l'immigration, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Il y a un problème de partage des ressources qui ressurgit dans toutes les questions politiques en Europe, que ce soit le budget européen, que ce soit la souveraineté, que ce soit l'immigration. Et du coup, après, l'immigration devient en fait un débat très facile parce qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de représentant, il n'y a pas de quelqu'un qui vous répond. Les forces entre guillemets progressistes sont totalement en défensive parce que en grande partie, tout à l'heure on a dit il y a pas mal de talents parmi des réfugiés. Moi je veux dire que il y a des talents parmi tout le monde et que tout simplement, les gens ont des talents. Et que là, par exemple, le travail que fait l'Action emploi réfugié, le constat est tellement simple, mais c'est tellement rare que quand quelqu'un arrive, il peut travailler et il va chercher un travail, il a le droit, il n'est pas passif, il avance. Et que c'est le constat en fait sur tout le monde. Je termine avec une anecdote. L'un de nos entrepreneurs, il était de Singa, il était l'année dernière dans une situation hyper compliquée parce que d'un côté, un jour, le président de la République s'est exprimé sur une éventuelle, en fait, la politique de l'immigration, les quotas, machin et tout, un durcissement de regard de la France sur l'immigration. Et donc, cette personne était, parce qu'il représentait une organisation de réfugiés lui aussi, et à la fois le lendemain, il était invité à l'Élysée parmi des 100 startups très prometteuses de la France, là où le président de la République parlait et faisait un plaidoyer qu'il faut faire venir tous les talents de tech du monde en France. En fait, cette personne, il y a 10 ans, quand il est arrivé en France, il n'était pas un talent, il n'est pas arrivé avec son startup. Mais sauf que, en fait, il a fait un travail comme tout le monde et que les talents est parmi tout le monde. Moi, je pense que c'est même un piège de dire qu'il y a des talents parmi ce genre-là. Tout le monde possède des talents et que ce soit, en fait, et cette déshumanisation des gens contribue à l'extrémisation de débats politiques. Et il faut regarder, comme Kavita vient de dire, des choses beaucoup plus simples. Et là, je pense que c'est ça un problème sur le débat politique en Europe. Et du coup, le fait qu'on regarde parfois avec en fait, les prismes identitaires, les prismes économiques, les prismes politiques et les calculs politiques, ça amplifie justement tous ces problèmes. Voilà. Et je reviens sur ce que ça a été dit. Tout simplement, on peut, au lieu de regarder de manière humanitaire, on peut regarder de manière humaine, tout simplement. N'importe quel sujet.
Je voulais juste rebondir aussi sur ce qu'il a dit, Hu, et c'est qu'effectivement tout le monde a du talent et c'est une image positive qui est très important à montrer parce qu'on doit faire le contre-argument à toutes les images négatives. Et je crois qu'en faisant des startups ou en montant des entreprises avec des personnes réfugiées, que ce soit des porte-paroles qui soient comme toi, Ru, à donner ton expérience devant tout le monde, que j'ai vu Meet My Mama avec des chefs réfugiés dans une dinner party avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler des réfugiés. Si c'est l'exposition qu'on a fait sur Talent en exil, et heureusement la mairie de Paris, JC Déco, ils ont donné un espace et de l'argent et de financement pour nous aider à mettre les talents de réfugiés en amont dans la place du Palais Royal. Tout ça, ça aide, c'est petit à petit de changer le discours. Mais c'est un travail monumental. Et c'est un travail de toujours. Mais j'imagine, Marianne, tu as vu ça aussi dans ton travail. Ouais, moi en fait, et pour continuer sur ce que vous dites, je dirais qu'en fait, il faut sortir du... Tu demandais, Nathalie, voilà, comment est-ce qu'on pouvait changer, enfin la question du public, c'était quoi, là, comment est-ce qu'on pouvait changer le discours. Moi, je pense qu'il faut sortir du côté émotionnel qui est, on l'a vu, un repli sur soi dans cette période où il y a beaucoup d'ignorance et donc beaucoup de peur. Et bah, donc il y a cette tendance voilà, identitaire de repli sur soi et d'inquiétude voilà, par rapport à l'autre, à celui qui est étranger. Moi, je pense qu'il faut sortir de ce discours-là et qu'il faut aller vers un discours plus cartésien et notamment économiste. On l'a vu, hein, toutes les analyses économiques montrent que la migration est un phénomène qui a un impact positif économiquement pour les États. On le sait, les migrants qui arrivent dans nos pays, comme tu l'as dit aussi Nathalie, sont pas du tout toute la misère du monde. En général, c'est des gens plutôt plus riches et plus éduqués de pays en transition, hein, pas de pays sous-développés. On sait aussi que les étrangers sont plus entrepreneurs que les nationaux. On sait qu'ils créent de l'emploi, entre 1,4 et 2,1 emplois chacun dans l'Union européenne. Donc voilà, je pense qu'on pourrait changer la manière dont on parle du sujet si on se concentrait sur des faits plutôt que sur de l'émotion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec avec Roux et deux autres amis qui sont également réfugiés, en ayant fait le constat de ces difficultés pour les entrepreneurs étrangers de lancer leurs entreprises, on a décidé de lancer une société qui s'appelle Sinbad et dont le travail va être de mettre en relation les investisseurs d'un côté avec les entrepreneurs étrangers de l'autre. Parce que les entrepreneurs étrangers ont beaucoup de mal à avoir accès au financement, parce que pour avoir accès au financement, il faut avoir un réseau qu'ils n'ont pas, une connaissance du système qu'ils n'ont pas non plus quand ils arrivent, et ça prend des années de le faire. Ils ont aussi du mal à trouver des associés, etc. Et donc, non seulement on va leur fournir cet accès au financement, mais également un accompagnement dès le tout début de la pensée de leur projet entrepreneurial afin d'être certains qu'ils puissent s'accomplir, révéler leurs talents. Il faut savoir qu'en France, la répartition de la création des entreprises entre les nationaux et les étrangers, c'est 75% de Français et 25% d'étrangers. Là où en Grande-Bretagne et en Allemagne, on est plutôt sur du 55-45. Et donc, on estime à 1,3 milliard la perte pour l'économie française chaque année. Et donc, dans un contexte d'économie, enfin de crise économique majeure suite à l'épidémie, ça a d'autant plus de sens de se pencher sur ces solutions, à savoir d'utiliser tous les talents qui se trouvent en France. Et qu'à la fois, je vais terminer, à la fois,
on constate, on voit chez les investisseurs aussi que eux aussi ils ont problème d'avoir accès aux talents internationaux. Du coup, il y a un problème d'écosystème qui ne fonctionne pas. Et qu'on permet aux investisseurs français, ça peut être même l'État comme investisseur, ça peut être des investisseurs privés, d'avoir accès à ce public qui est drastiquement en France exclu de la création d'emplois par rapport, on ne parle pas des États-Unis, on parle par rapport à l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne, donc il nous reste 2 minutes. Peut-être pour conclure, est-ce que s'il y a des choses, je ne vais pas vous imposer une question, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir en quelques lignes, en quelques phrases, des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire. Voilà, peut-être Marianne, si vous voulez bien conclure sur une petite phrase ou une ouverture, une anecdote, quelque chose. Non, parce que les anecdotes qui me viennent là, elles sont toutes déprimantes, donc je vais me taire. Sinon, moi je suis bénévole dans une association également qui s'appelle la CIMAD, qui fait du conseil juridique pour les demandeurs d'asile et les migrants. Et ça a été extrêmement frustrant comme expérience le confinement parce qu'on a dû cesser toutes nos activités. Ensuite, on a pu remettre en place un système de permanence téléphonique avec des rendez-vous, parce qu'il faut savoir que normalement la CIMAD, c'est des jours de permanence et notre motto, c'est l'accueil. Et du coup, il y a 100 personnes qui se pointent et on les voit. Et voilà. Donc, ça n'est plus possible en ce moment pour des raisons sanitaires évidentes. Et là, on a pu reprendre depuis le mois de juin avec une permanence téléphonique qui filtre et qui donne des rendez-vous. Et les plus jeunes et les plus vaillants d'entre nous font les rendez-vous. Et voilà, c'est un grand bonheur de pouvoir retrouver les gens et de pouvoir être un peu utile, parce qu'on avait l'impression de les laisser tomber pendant une période où ils avaient encore plus besoin de nous. Merci. Kavita, peut-être un petit mot de fin. Oui, j'aimerais bien dire que dans les démarches de jour à jour, d'arrêter de voir des gens comme des personnes qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on est tous pareils, on est des êtres humains. Certaines personnes vont avoir du mal à exercer leurs droits ou d'accéder à des services. Notre rôle, c'est effectivement de regarder quelles sont les barrières à l'accès, quelles sont les barrières à accéder aux droits, et d'aider ensemble et de créer des façons ensemble de diminuer ces barrières pour avoir un accès égalitaire entre nous tous aux droits communs. Voilà. Positif, c'est bien. Roux, peut-être une dernière phrase. Oui, je pense que la question qu'on a, en fait, le clivage qu'on a sur l'immigration, la racine, c'est la même que les Gilets jaunes, c'est-à-dire un mode de pensée sur la politique, comme j'ai dit, du 19e, du 20e siècle, très exclusif, réservé à une certaine tranche de la société. Voilà, on sait de qui on parle, et que il est temps de, enfin, il est même pas temps, c'est même parfois c'est un peu c'est déjà fait de changer, parce que ce gens-là ont déjà voient leur situation changer, et donc il faut aller vers une vision de la politique et de la démocratie beaucoup plus inclusive que maintenant. Et enfin, pour une anecdote positive, c'est que en fait, le confinement, c'était un moment de retour aux sources. On a parlé en fait des relations téléphoniques. Donc chez Singa, on a créé un dispositif de mettre en relation des personnes nouvellement arrivées, réfugiées,
Kavita vient d'expliquer, parfois qui se trouvent dans une situation d'isolement très grave. Et du coup, on a créé une plateforme Allomondo, là où vous pouvez aller vous inscrire, allomondo.org, on a un algorithme qui vous met en contact avec une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, et puis vous pouvez se téléphoner avec cette personne ou aller quand il y a le confinement, parce que ça a été conçu pour le moment de confinement, mais dans la situation de déconfinement, vous pouvez aller boire un café et partager des moments positifs et apprendre des choses et avoir des bons moments. Voilà, n'hésitez pas. C'est super de finir sur une note un peu positive après un débat aussi houleux. Je vous remercie à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci au public aussi qui a été là et qui a été actif et qui a posé des questions. Merci beaucoup et au revoir. Merci Nathalie, au revoir. Au revoir.